pas évoqué celle qui est dans le film. Celle qui est évoquée, celle de 75, parce qu'effectivement, le témoin décrit des entités qui, cette fois-ci, l'objet est posé, qui sont au pied, en train, on ne sait pas exactement ce qu'ils font, quoi. Tel que c'est décrit par le témoin, ça donne l'impression qu'ils sont en train. Il y a une affaire, on l'a juste évoqué dans notre film, on a préféré parler de la toute première, sachant que, voilà, moi je voulais rendre hommage à la Cité du Volcan, parce qu'on est en fait le 50e anniversaire. Puisqu'on ne peut détecter que les plus grosses, pour simplifier, qui sont les plus près possibles de leur soleil. Quand elles sont loin et pas voyées, intelligence des voyageurs. Je ne dis pas que c'est impossible, personnellement j'ai du mal à voir cette chose. Mais détecter une forme de vie qui modifie son atmosphère. Ah oui, d'accord. Donc je suis un simple comme vous. Je ne suis pas physicien, je n'ai pas fait d'études de la physique, mais qui a vécu une expérience, même plusieurs expériences depuis 4 ans. Et je suis passé donc à la radio il y a un an de cela. Je tenais absolument donc à apporter mon témoignage, même s'il y en avait plusieurs, mais j'aimerais m'arrêter sur au moins un seul pour ensuite plus tard peut-être partager les autres avec vous. C'est 4 ans que je n'ai jamais reçu de retour du GEPAN, on ne m'a jamais répondu. J'ai été à gendarmerie, j'ai apporté donc j'ai fait un dossier de la gendarmerie de Bois-Manon. Pas de réponse. Pour l'approfondir, il y a 4 ans de ça, 2014. Ce n'est pas un ovni, parce que c'est ovni, c'est objet volant non identifié. Moi, comme je le dis à la gendarmerie, c'est un objet volant identifié. Je suis lucide, d'accord? Je ne vois pas, je ne vois pas. À 20 mètres du sol, donc de là, comptez 20 mètres. Et il y a à peu près, le journaliste qui était venu sur le terrain, vous avez dit, vous avez dit que ça faisait 15 mètres, mais il y a moins de 15 mètres, il y a à peine 12 mètres. Donc, à l'âge que moi, ce que j'ai vu. Quand vous voyez quelque chose qui est à 12 mètres de vous, à 12 mètres de vous, et à 20 mètres du sol, sans un bruit aussi. On le mettait sur un terrain de football, c'est d'une blancheur que sur terre je n'ai jamais vue. Ni moi, ni vous. Permettez de le dire. D'une blancheur vraiment incroyable. Et au centre de ce vaisseau spatial, superficiel de football, à 300 mètres, ce soir-là et le lendemain soir, juste après. Encore voilà. C'est pour ça que moi je tenais à témoigner. Il y a d'autres choses encore que, et ça n'engage que moi, on m'a traité de fou, il y a des gens qui me traitent de fou, mais c'est pas grave, je le dis, tu me traites de fou, mais là je me serais dit, je ne témoignerai jamais, parce que ce chiffre-là est de trop. Donc j'ai un petit peu, je n'ai pas de doute, ce que j'ai vu en moi, parce qu'il y avait d'autres personnes aussi qui étaient venues ce soir-là après et le lendemain. Et ces mêmes personnes qui m'avaient traité avec le sourire de fou, je leur ai invité. Je dis, écoute, viens demain soir, je suis bien, on est quelqu'un de bien, on t'apprécie. Mais ce monsieur-là, eh bien, c'est lui qui, le lendemain, qui m'a dit, Fabrice, appelle le journaliste, appelle pas la forme du vaisseau. Le vaisseau, il n'y a que des lumières. Il n'y a pas la forme du vaisseau. On a filmé, mais finalement, il n'y a pas la forme. Filmé, et pris des photos. C'était où? À La Réunion? Sur l'écran qu'il y a derrière nous, je préférais qu'on est témoin d'une apparition. Il y a une image qui se forme. Donc, je peux très bien, donc moi la question que je me pose, on peut très bien faire une hypothèse d'un système d'imagerie comme celui-là. Quelle nécessité? Non. Non, parce que... Quelle nécessité? Ce soir-là, si c'était qu'une seule fois, monsieur, si c'était que le 3 janvier 2014, j'aurais pu moi-même me dire effectivement, c'était une petite image. Mais c'est revenu 4 fois, voilà. Et je l'ai revu donc sur 4 voies de Bois-Manon, d'accord? Vous voyez une machine tout d'un coup qui apparaît devant vous sur 4 voies de Bois-Manon. Il y a des gens qui circulent, qui ne voient pas à 9h du soir. On prend des photos pareilles, qui croient ce qu'ils voient, hein. Mais ce soir-là, je me souviens, j'étais arrivé sur le site, et ce jeune qui était avec moi, il me dit, Monsieur Chupin, c'est ça? Je dis, donc regarde le ciel, tu vois, elle vient vers nous. Et j'avoue que j'ai eu très peur ce soir-là. Et ensuite, elle a fait 3 flashs, comme vous voyez les photos, 3 flashs. Des grosses lumières blanches qui flashent vers nous, pour ensuite aller à... Difficile à trouver, puisque c'est dans l'alcôve de Réunion Première, on n'y a pas accès comme ça. Moi j'y avais. Elle ne souhaitait plus, donc Antoine Séverin ne souhaitait plus forcément échanger, pour l'instant du moins, sur ce sujet. Donc, oui, vous pouvez me rappeler les questions?
les autres. Alors, le bras de Ponto et les beaux... Qui a marqué le coin. Donc c'est évident que Luce Fontaine est connu. On a rencontré certains de ses amis qui nous ont raconté un peu la trajectoire, sa biographie et des événements. Il voit des phénomènes dits célestes et donc ces phénomènes sont analysés et qu'est-ce qu'on trouve quand on les résout et quand on ne les résout pas, pourquoi on n'y arrive pas? Alors, analyser. Oui, si, ça marche. Ce n'est jamais analysé réellement, on va dire, au niveau scientifique. Non, il n'était pas dans le ciel. On sait pas pertinemment que c'était un bateau. Confusion avec des avions à haute altitude qui peuvent se croiser, donner l'impression d'avoir un seul objet, ou deux objets qui... Merci pour votre présentation. Une question pour monsieur. À propos de votre vignette sur le vivant, oui, avec les trois branches et une entité au milieu. Les 2 dernières années. J'en ai vu plusieurs à Nantes, en Guérande et sur les Deux d'Armée. D'accord. Côté étrange, on va dire, restent persuadés que ce sont des crocs étranges. Alors que sur le site, je préfère combattre les cas qui peuvent relever comment dire, soit soit de mysticisme, soit d'erreurs. C'est pour ça qu'à la fin, vous voyez cette petite ouverture, mais je vais être repris par mon ami Chastan immédiatement. Relève pas encore réellement de l'ufologie. C'est lié dans l'esprit de beaucoup, mais on n'a jamais réellement vu quoi que ce soit. Si c'est humain, les gars sont balèzes. Alors, je ne sais pas si le site des Circle Makers existe toujours, parce qu'ils avaient un site à une époque sur Internet. Tapez Circle Maker, s'il existe toujours, vous allez voir, c'est un travail d'enfer, c'est magnifique, franchement. Il a été mentionné quand même des fois qu'il y avait des interactions au niveau de la plante même, des modifications génétiques. Alors, il n'y a jamais eu de preuves scientifiques de ça. Non, ça a été dit. Ça a été dit que la plante n'est plus la même et tout, mais il n'y a pas de réelle recherche scientifique à ce niveau-là non plus. Hein. C'est dommage parce que là aussi, c'est un domaine, effectivement, les crops, une bonne étude scientifique de crops permettrait de lever le voile sur beaucoup de choses et de séparer là aussi ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Il faut vraiment se méfier. Les crops sont apparus quasiment avec Internet. Hein. Disons, la folie crop est apparue avec Internet. Et le problème d'Internet, c'est que tout ce qui est vrai est peut-être faux. Merci. Il y a une question ici. C'était pas vraiment une question, c'était juste... vous avez employé le mot buisson lorsque vous avez présenté la diapo. Et je voulais juste savoir si le terme de corail pourrait être adapté aussi. Parce que j'ai... Le terme de buisson, c'est un terme un peu personnel, hein, parce que c'est un peu en opposition à l'arbre du vivant, qui était extrêmement simple, avec son tronc et ses branches qui se déployaient un peu partout, et qui était indépendant les unes des autres. J'ai employé le terme buisson, d'abord parce que c'est extrêmement foisonnant, et que tout est au même niveau. Les métazoaires, les mammifères et les humains ne sont pas supérieurs à la bactérie. Ils sont génétiquement, on est pareil. On a fait de la même chose, on a les mêmes 20 acides aminés. La vie sur Terre, elle est extrêmement uniforme. On est très divers les uns des autres, heureusement, ça me fait plaisir. Mais sur le plan strictement biochimique, on est extrêmement proches les uns des autres. On a vraiment une grande communauté. Voilà. Donc, on pourra employer le mot de corail, mais le corail, c'est un peu figé quand même. C'est costaud. Hein, c'est juste à la fin, comme fractal. Ah, là, c'est fractal, oui. Et le fait que ce point, en fait, cette singularité, peut-être que... Bon, je ne pense pas qu'on puisse dire que la génétique soit fractale dans ce qu'on observe actuellement. Très bien. Une question ici. Excusez-moi, je me permets de revenir très brièvement sur les grottes circulaires. Je voulais juste vous dire qu'il y a Philippe Weber, je ne sais pas si vous connaissez, Weber, c'est Weber,
qui fait l'énumération de tous les faits concrets des crop circles. Après, c'est à vérifier évidemment derrière quelles sont été les recherches qui lui permettent d'énumérer tout ça. Il y a quand même des faits assez perturbants là-dedans qui est intéressant de prendre en compte, au moins pour enrichir son point de vue sans en faire un fait accompli. Et c'est sur Nuria TV, et c'est Philippe Weber. Moi, je vais revenir un instant, si je peux, sur un fait sur l'intérêt du film, qui est très important, parce que, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir, ou les impressions, ou les sentiments, chacun sa vérité. Ce film, d'après moi, il a un grand mérite. Il réhabilite un témoin. Un témoin qui est, d'après ce qui est profondément honnête, profondément courageux. Parce que c'est pas facile, je pense, en 68, d'aller voir les gendarmes en disant j'ai vu des trucs, bon, ça c'est bien, un peu bizarre au fond du bois, là. Bon, je pense que c'est pas une démarche spontanée, facile, etc. Quel que soit, c'est sa vérité. Et je pense que ce qui est important, c'est que chaque témoin a sa vérité et que l'on a, même en tant que scientifique. Alors moi, je suis un scientifique pour ceux que je m'entends, hein, je cache, je en privé quand autant je doute de cette possibilité, comme je vous l'ai montré pour des raisons que je pense logiques, je ne l'exclus pas, mais c'est vraiment très très douteux. Les témoins, ils ont une vérité, ils la portent, ils la disent, et c'est très bien. Je pense que réhabiliter le témoin, c'est quelque chose d'extrêmement important. Que ça soit des illusions, que ça soit des pathologies, que ça soit simplement un rêve éveillé, que ça soit un excès de j'en sais rien, tout est possible. Mais cette intime conviction qui est portée par des gens qui sont profondément honnêtes, je pense qu'il est légitime qu'elle s'exprime. Et qu'elle soit analysée. Alors, après, on dit les scientifiques, ils n'ont pas tout étudié. Le problème, c'est que quand on a déjà du mal à faire et à financer le travail de tous les jours, si on a 50 cas un peu extraordinaires, donc on a au moins 49 qui habitent sur une part, ça pose un problème aux scientifiques, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire, n'importe quand, n'importe quoi, etc. Les gens, ils ont dit, il faut qu'ils fassent des papiers, il faut qu'ils publient, qu'ils soient pris au sérieux aussi, etc. Et donc, les scientifiques ne doivent pas étudier tous les cas qui viennent. Mais je reviens sur ce film, qui d'après moi est vraiment très touchant, et sur le fait qu'il doit encourager les gens à parler librement de ces choses-là, tout à fait. Et on peut douter, on peut dire qu'il y a peut-être des explications, etc. Le témoin est légitime. Par contre, on connaît la fragilité du témoignage humain, honnête, je ne parle pas du faux témoignage, bien sûr, hein, mais on connaît cette fragilité, je crois voir, etc. Après, chacun a sa propre vision, on peut être plusieurs à voir la même chose, etc. Je ne discute pas ça. Simplement, par contre, merci pour ce beau film qui réhabilite le rôle du témoin. Excusez-moi. Je voulais juste rajouter aussi quelque chose qui me permet aussi de rebondir sur ce que vient de dire M. Bizot. À l'origine, au moment où on va voir France Co, ça c'est une anecdote, ça reste entre nous, confidentiel. Donc ils me reçoivent et ils m'exposent leur volonté éditoriale par rapport au sujet. Et quelque part, je vois qu'ils m'emmènent sur un terrain qui ne me plaît pas. Voilà, pour résumer, synthétiser un petit peu, ils auraient voulu que je tourne un peu en dérision ce témoignage de Luce Fontaine, que j'en fasse, entre guillemets, une bouffonnerie tropicale, qu'on puisse en rigoler, qu'on puisse se marrer, et au final, ça m'a un peu heurté. Donc je leur ai expliqué que moi, en fait, je voulais le traiter de façon un petit peu sérieuse quand même, parce que ça a quand même marqué notre imaginaire réunionnais, ça fait 50 ans qu'on en parle encore, et qu'il y avait quand même des choses qui faisaient que ce cas était quand même riche d'éléments et qui pouvaient susciter en tout cas des interrogations concrètes par rapport à la réalité ou pas. Donc globalement, je les ai retoqués un petit peu, et je leur ai dit que j'allais faire un film à la façon des anglo-saxons, de façon sérieuse, entre guillemets, en faisant intervenir des astrophysiciens, des exobiologistes, des ufologues connaissant le sujet. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont vu le film après, ils l'ont diffusé une 50aine de fois. Donc voilà un petit peu le résumé de cette histoire, de la jeunesse de ce film. Et c'est vrai qu'il faut résister des fois et rester
sur ses positions quand on a envie de défendre quelqu'un. Restez vrai. Concernant les, excusez-moi, je reviens juste sur les crop circles rapidement. Concernant les études scientifiques qui ont été menées, il y en a une qui ont été menées par un Néerlandais dans les années 90, un biologiste, et par 2 Américains, je ne me demande plus le nom, je ne me rappelle pas, dans les années 90 également, qui ont donc effectivement, comme le disait monsieur là-bas, qui ont conclu, qui ont observé, qui ont constaté une élongation inhabituelle au niveau du nœud des tiges de blé à l'époque. Voilà, c'est tout ce qui a été dit en conclusion. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a consensus pour dire que la plupart des crop circles sont effectivement probablement l'œuvre de groupes. Et on en a un dernier exemple avec le crop circle de Saraltrof qui a été fait là il y a quelques mois dans les Vosges. Et aussi, il faut aller voir le site de Patrick Gross, qui est un ufologue très sérieux, qui donne toutes les indications, toutes les références, qui réfute un petit peu l'origine, on va dire, autre que humaine du crop circle. Voilà. Merci. Concernant l'élongation, effectivement, je suis au courant de ce truc-là, de cette étude. Le souci, c'est que l'étude a été faite sur un crop existant, mais à ma connaissance, il n'a jamais été tenté de reconstituer un crop par soi-même, afin de vérifier comment les plantes réagissent à ce moment-là, en fonction de divers moyens pour créer le crop. Vous voyez, ça serait une étude intéressante. C'est-à-dire, il y a un crop, on étudie comment sont les végétaux à l'issue du crop, et ensuite on recrée un crop ou plusieurs par soi-même avec différents moyens pour voir comment réagissent les végétaux. Parce que rien ne dit que cette élongation ne soit pas une élongation naturelle de la plante qui a réagi à ce qu'on a employé pour faire le crop. Vous voyez, mais de là à dire ouais, cette élongation, parce que la théorie serait que l'élongation serait due à des micro-ondes, hein, ça n'a pas été testé réellement. On a constaté, mais on n'a pas essayé de reproduire. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas essayé de reproduire, et que la reproduction, on ne peut faire cette élongation que avec des micro-ondes, par exemple, pour moi, pour l'instant, je préfère le mettre de côté. Merci. Ici, après, oui, allez-y. J'aurai un truc à dire concernant les témoignages. Oui, bonjour. Alors, 2 informations. La première, en 1968, j'étais professeur à l'université à La Réunion. Et mes collègues du laboratoire de physique ont été appelés sur le site quand ça s'est produit. Et ils m'ont confirmé à l'époque qu'il y avait effectivement une radioactivité anormale sur le site et également sur les vêtements, comme vous l'avez dit dans le film. Ça, je le tiens de 1968, de l'époque, quelques jours après. Ils m'ont dit, bon, il y a une radioactivité qui ne s'explique pas, elle n'est pas énorme, mais elle ne s'explique absolument pas. Et surtout, ce qui est très étrange, c'est qu'on l'a sur les vêtements devant de M. Fontaine. Alors, quand il faut imaginer en 1968, ce qu'on appelle les gabdéos, les gens qui vivaient à la plaine des Cafres, ils ne peuvent pas inventer ça pareil. Donc, si vous voulez, il s'est passé quelque chose. Alors, le bruit a couru, ça vous n'en avez pas parlé, le bruit a couru à l'époque, il y avait un bateau de la Navy qui se trouvait au large de la Réunion. Alors, les gens ont dit, ah ben c'est peut-être les Américains, ils ont peut-être inventé un nouveau système de secours, n'importe quoi, et ils sont posés plaine des Cafres. Il y a eu ce bruit qui a circulé. Bien entendu, c'est impossible, parce que quand on voit le dessin d'engin, jamais les Américains en 1968 n'avaient inventé un engin comme ça. Alors maintenant, une piste de réflexion. En 1936, le patron de Claude Lévi-Strauss, Marcel Griot, qui était le responsable, le patron en France, de l'étude de toutes les sociétés, on ne va pas dire primitives, mais enfin toutes les sociétés qui étaient anciennes. Et il allait étudier les Dogons. Il a passé 1 an, vous pouvez le savoir, il a passé 1 an à étudier les Dogons, et les Dogons leur racontaient leur mythe fondateur. Et dans le mythe fondateur, il y a une histoire incroyable, ils disent, nos ancêtres, il y a fort longtemps, ont reçu la visite
d'extraterrestres, enfin bon. C'est décrit en fait comme un homme poisson. Exactement. Et ils nous ont dit qu'il naît d'une étoile, vous voyez la grosse étoile qui est là-haut, qui est dans cette vidéo, c'était Sirius. Il m'a dit qu'autour de Sirius, il y a une deuxième étoile qui tourne autour, et à côté, et autour de cette deuxième étoile, il y a une planète. Nous, on vient de là. À l'époque, en 1936, c'est Sirius B dont il parlait, n'existait pas, enfin elle ne connaissait pas. Elle a été découverte des dizaines d'années plus tard. C'est-à-dire qu'ils ont fait mention d'une étoile double. On imagine mal des doublons parler d'étoile double en 1926, et surtout d'une planète qui tourne autour de Sirius B. Et bien entendu, on a découvert des planètes autour de Sirius B, mais des planètes qui sont géantes, donc qui ne sont pas habitables aujourd'hui. Mais il a fallu attendre 40 ans pour qu'on ait ce rapport tout à fait étrange. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je rajoute même sur cette histoire-là que les Dogons ont une fête qui a lieu tous les 50 ans. Or, il se trouve que cette fête est liée, d'après eux, au temps de révolution de Sirius B autour de Sirius A. Et il se trouve que quand on a découvert Sirius B, on s'est rendu compte que la durée de révolution de Sirius B autour de Sirius A correspondait effectivement à 50 de nos années. C'est incroyable. Il y a une très belle nouvelle d'Arthur Clarke en 2 pages qui s'appelle Réunion. Et c'est un message des extraterrestres qui dit « Réjouissez-vous, nous sommes venus vous sauver ». Un de nos vaisseaux s'est écrasé dans l'exploration des systèmes galactiques, s'est écrasé sur votre planète. Pendant des milliers d'années, nous l'avons recherché et il y a quelques 2 ou 3 000 ans, nous vous avons trouvé. Nous avons envoyé quelques expéditions et vous nous avez vu nous repérer parce que nous avons un aspect presque humain, mais enfin des petites oreilles, une queue, des choses comme ça. Nous sommes repérés dans l'histoire et nous avons monté une grosse expédition et des immenses vaisseaux arrivent pour vous ramener sur votre planète d'origine. Et deuxième chose, alors nous avons vu que vous avez été sauvés en vous mêlant avec des espèces un petit peu d'animaux locaux. Et deuxième chose, grande nouvelle, nos médecins ont travaillé et nous pourrons vous soigner. Tous ceux d'entre vous qui sont devenus blancs pourront redevenir noirs. C'est 2 pages d'Arthur Clarke délicieuses. Juste pour rebondir sur la question de cette piste de l'engin militaire. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait toute une frénésie autour de l'avion en décollage vertical. Donc aux États-Unis, vous voyez à la fin du film, on évoque un petit peu une piste, on ouvre des choses par rapport à ça. Évidemment, on est à une époque 1968. Prenons la SNECMA. La SNECMA, l'objet à décollage vertical qui a été étudié, parce qu'ils en ont étudié un. Eux, ils s'occupaient de la partie motorisation. La partie avionique a été construite, je crois, par ceux qui avaient construit les Nord-Atlas à l'époque, je ne sais plus quelle était la société. Se présentait en fait comme une aile volante circulaire. En fait, c'était un cercle avec au milieu la cabine. Cette aile volante, il a été procédé plusieurs essais en métropole. Elle a décollé plusieurs fois avec succès. Et puis le jour où ils ont essayé de passer du vol vertical, atterrissage vertical, au vol horizontal, elle est tombée. Le pilote d'essai a été assez grièvement blessé, il s'en est sorti quand même, hein, et ça a été abandonné. Et c'était en 1959. Et depuis, officiellement, alors peut-être que la SNECMA a étudié autre chose, mais en catimini derrière, la SNECMA a laissé tomber les ailes volantes, enfin les objets à décollage vertical. L'ensemble des programmes américains d'objets à décollage vertical datent des mêmes années, c'est-à-dire fin des années 50. Vous avez un site sur internet qui les retrace tous, vous verrez, c'est très très intéressant. Vous avez les différentes photos d'objets et tout. Aucun
ne ressemble de près ou de loin au dessin évoqué. Et aucun avait deux pilotes à bord. Or, dans l'observation, il est bien décrit deux entités. Voilà. Alors oui, le Harrier est arrivé beaucoup, bien après. Il a été étudié à partir des années 70. Et il se présente en fait comme un avion classique. C'est un avion style Mirage, etc., qui décolle de cette façon-là, pas comme ça. Surtout, ça ne peut faire que beaucoup. Et ça fait beaucoup de bruit. Alors que dans l'observation, dans l'observation du son, il n'y a aucun bruit. Un souffle. Alors, si c'est extrêmement lumineux, effectivement, et il y a le bruit, c'est un souffle. Il a décrit un souffle, en fait, pas un bruit d'hélicoptère ou quoi que ce soit. Juste un souffle. En plus, dans le secteur où ça s'est passé, à l'époque, il existait déjà quelques maisons. Bon, maintenant, c'est totalement construit. Bien. Une question ici. Merci pour ce documentaire, merci pour la conférence, surtout merci pour toutes les questions que ça pose, sans apporter des réponses. Ce genre d'événement concernant Luce Fontaine, à partir du moment où la gendarmerie l'a entendu et a établi un rapport, il a été nécessairement transmis aux autorités de gendarmerie, mais aussi aux autorités militaires. Est-ce que là-dessus, vous avez eu des éléments sur la suite qui a été donnée à l'enquête menée par les gendarmes? Alors, aucun élément pour l'instant. Sous secret défense. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, tous les rapports de gendarmerie, quand vous regardez les rapports de gendarmerie de l'époque, ils sont tous notés, pas secret défense, mais confidentiel, secret confidentiel. Tous sont bien entendu transmis au niveau de la gendarmerie nationale, sont référencés à un endroit bien particulier. Ensuite, l'ensemble de ces documents ont normalement été transmis dans les années 70 à l'ancien GEPAN. Le GEPAN à l'époque s'écrivait G-E-P-A-N, alors qu'aujourd'hui c'est G-E-I-P-A-N, qui avait été créé dans les années 70 sous la houlette du CNES. C'est la même chose qu'aujourd'hui. Il y avait un tout petit peu plus de monde qui travaillait sur les dossiers à l'époque. Ce rapport n'est pas encore sur le site du GEPAN actuel. On l'attend avec impatience, parce que c'est quand même un élément qui manque, puisque c'est autant pour l'observation 75, on a l'intégralité des rapports de gendarmerie, ils ne sont pas sur le GEPAN, mais on les connaît, parce qu'ils ont été communiqués à l'époque à Jean-Claude Bourré, qui les a tous réunis pour les mettre dans un dossier libre. Donc là, on a tous ces rapports de gendarmerie, on sait exactement tout le déroulé de ce qui s'est passé. Autant pour Luce Fontaine, on ne sait pas. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez dit. On l'a Luce Fontaine, excusez-moi, on l'a Luce Fontaine. Justement, dans un livre de Jean-Claude Bourré, l'armée parle, il est dedans, anonymé, mais il est dedans. Il faut moins 20. Pas Luce Fontaine, c'est Sebna. C'est l'affaire de 75. Oui. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez dit, monsieur, parce que on sait que des prélèvements ont été effectués, c'est-à-dire c'est aller plus loin que simplement tester s'il y avait des radioactivités sur place avec le matériel qui à l'époque appartenait à l'aéroport de Gillot, et sur les vêtements. On sait que des prélèvements ont été faits, des prélèvements de terre, de cailloux et d'herbe, enfin d'herbe essentiellement, mais on n'a jamais su à quel laboratoire ils avaient été envoyés. Alors, peut-être qu'ils ont été étudiés directement au laboratoire de l'université. Voilà. Ça, c'est aussi quelque chose d'important à savoir sur ce témoignage. C'est-à-dire que des prélèvements ont bien été faits, ils ont été expédiés à un laboratoire, mais on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant, c'est que la radioactivité a été détectée par un compteur Geiger qui est tout sauf spécifique. Je suppose que c'est un compteur Geiger. On sait que c'est du matériel qui appartenait à l'aéroport de Gillot. D'abord, donc c'est très peu spécifique. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que l'élément radioactif, ce qui s'éternise très facilement dès qu'on a un scintigraphe ou un équivalent, dès qu'on est capable de sortir une énergie. Et ça aurait été intéressant de savoir si c'est du césium ou de l'iode,
ou des choses comme ça, parce que, comme on l'a constaté quand même, il y avait quand même pas mal d'explosions atomiques en atmosphère, pas forcément immédiatement à côté, mais de toute façon, quand ça saute, ça va partout. Hein. Mais justement, sur les cartes, c'est très homogène. Alors, on a une expérience en Europe qui s'appelle Tchernobyl. D'accord. Le mois, c'est en août. Non, mais attendez, ils en ont fait tellement. Non, mais attendez, des explosions dans le Pacifique, il y en a eu tant pour eux. La vie de la radioactivité, une fois qu'elle est là, elle reste longtemps, elle s'intègre aux plantes. Si l'explosion, la première explosion a lieu après. La première explosion a lieu après l'observation dans l'atmosphère. Oui, voilà. Bah, vous avez vu Hiroshima, il y a des acquises dans l'atmosphère. Hein. 45, oui. Et alors le césium, ça reste, hein, ça ne va pas comme ça. C'est le problème de la radioactivité. La radioactivité de Tchernobyl, si on la cherche, on la trouve. Hein. Après, ce qui est vraiment important, c'est qu'on ait trouvé à la fois la radioactivité sur les vêtements et à l'emplacement. Bah non, c'est qu'il y a un lien entre. Alors, ouais, il peut y avoir un lien concret, il suffit qu'il soit couché par terre, hein, qu'il soit allongé, qu'il ait porté des vêtements, qu'il soit porté des armes sur lui, tout ça accompagné. Tout est possible. Non, mais la radioactivité, attendez, la radioactivité, c'est pire que on va finir. On veut ça. Je dis simplement que des explosions nucléaires dans l'atmosphère, il y en a beaucoup, que on a l'expérience du fait que sur la carte on fait des grands panaches, mais localement il y a des choses qui sont liées à l'aérologie, au ruissellement, au lessivage, à la rétention de certains éléments dans les plantes, etc., etc. Ce qui fait que vous avez 15 mètres carrés dans lesquels il y a quelque chose, et 20 mètres carrés plus loin, il n'y a rien. C'est une mosaïque, vue d'en haut, ça fait beaucoup, mais localement, il y a des phénomènes locaux, comme il y a des plantes qui poussent là, qui ne poussent pas là, hein, c'est exactement pareil. Donc, le fait qu'il y ait des endroits spécifiques, c'est pas surprenant. Le fait que la radioactivité naturelle est partout, mais la radioactivité artificielle, maintenant, elle est partout aussi. Et ça dure. Et ça dure. Hein. Le césium, on ne rappelle plus la milli, mais ça dure longtemps. L'iode, ça dure assez longtemps. Alors, si c'était du phosphore, non, encore, etc. Mais c'est pour ça que c'est important de savoir quelle est la nature. Parce que quand on a l'élément radioactif, ou les éléments radioactifs, ou la famille d'éléments radioactifs, on sait immédiatement où ça vient. C'est pas facile. Alors peut-être que les autorités françaises ou américaines ne souhaitent pas aussi que l'on sache qu'il y a de la radioactivité liée à une explosion qui a eu lieu 10 ans avant à tel endroit. Parce que ça, on peut le savoir. Bon, on va prendre une dernière intervention ou deux maximum. Attendez, je finis sur l'histoire de la radioactivité. Non, mais je ne vais pas en doute tout ce que vous dites. Non, pas du tout. Hein. Je finis juste pour préciser quand même 2-3 choses. Les mesures à l'époque ont été faites, ça on le sait, avec certitude, ont été faites sur l'ensemble de la clairière où s'est passé l'événement. Le seul endroit où la radioactivité a été trouvée correspondait à l'endroit décrit comme étant la zone où l'objet, alors attention, ne s'est jamais posé. L'objet ne s'est jamais posé. Il a toujours été décrit comme étant à quelques mètres au-dessus du sol. La radioactivité a été trouvée sur une zone de 6 mètres sur 4 à peu près, c'est-à-dire en forme de carré, de rectangle, exactement. On peut effectivement expliquer que Lux Fontaine aurait pu se coucher dans cette zone-là, mais il se trouvait lui-même à une vingtaine de mètres de cette zone quand il a fait son observation. Et il est parti directement ensuite quand il a fait cette observation. D'après ce qu'on sait, il ne s'est pas couché à cet endroit-là. Donc, c'est des éléments... Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais il y a aussi d'autres éléments à côté qui gardent quand même un tout petit peu d'étrangeté. Et il faut aussi préciser, et ça c'est bien décrit, ça a bien été dit, que la radioactivité au niveau des vêtements, malgré tout ce qu'on peut penser, ne se trouvait qu'à la face avant des vêtements. Alors autant sur le château ça pouvait être difficile, mais autant sur la veste et le pantalon, l'ensemble a été vérifié et les appareils ne réagissaient que quand ils passaient sur le devant, et quand on retournait le vêtement, il y avait moins de réaction, il n'y avait pas la même réaction. Du coup,
Je sais, ça peut paraître incompréhensible, mais c'est bien ce qui a été décrit par les personnes qui ont procédé Je sais, c'est ça, c'est toujours ça le problème, c'est qu'il y a des choses qui, parfois, on se dit, mais c'est pas possible. Et effectivement, c'est pas possible, parce que la radioactivité, elle passe, le tissu n'arrête pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La frontière franco-allemande a arrêté. Oui. Franco-italienne aussi. C'est pour ça qu'en France, on n'en a pas eu. Alors, on passe une question, monsieur. Oui, pour Michel Fizeau, à l'époque de l'affaire que vient de nous raconter Fabrice Lupin, donc j'avais eu des contacts avec Xavier Passot qui s'occupait du GEPAN, je ne sais pas s'il est toujours en CNES. À ma connaissance, non. Non, mais le GEPAN existe toujours. Le GEPAN existe toujours. Voilà, le GEPAN, non, juste pour... Oui, attends, je termine vite, terminons après. Oui, Xavier Passot, qui était responsable du GEPAN, m'a dit qu'il n'avait pas reçu de rapport de la gendarmerie. Alors, est-ce que, quand tu vas rentrer au CNES, après, avec tous les souvenirs de notre île singulière si magnifique, est-ce que tu pourrais voir le responsable du GEPAN et vérifier avec lui s'il a bien reçu un rapport de gendarmerie, parce que tout à l'heure tu parlais de la fiabilité douteuse de la mémoire humaine, mais on peut dire la même chose des rapports de gendarmerie. De l'administration. Merci. Merci. Envoie-moi quand même des références, que je puisse savoir des éléments concrets, des dates, etc., des noms. Je vais essayer de me renseigner. Je ne garantis rien, mais je vais essayer de me renseigner pour au moins savoir si quelque chose est arrivé quelque part. Ce que je peux promettre, c'est de chercher ça. C'est ça, c'est tout ce que Alors, juste pour tout le monde, le GEPAN, donc, c'est un groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc, c'est un groupe, en fait, c'est trois personnes au CNES, plus ou moins temps passé, qui reçoivent des rapports et qui les analysent et qui les classent dans différentes catégories et qui essaient d'apporter des réponses. Je ne sais pas si c'est 60, 70, 80% des cas où il y a une explication rationnelle qui fait référence à des phénomènes soit extrêmement rares, soit des conjonctions de phénomènes particuliers. Mais en tout cas, actuellement, jusqu'à il y a 5 ans ou 6 ans, il y avait 2 organismes qui avaient ça, c'était la NASA et le CNES. La NASA a arrêté complètement. Et donc actuellement, dans le monde, il y a une seule agence spatiale, un seul État, c'est l'État français, parce que nous sommes salariés de l'État français, qui se préoccupe de ces problèmes et qui au moins les collectionne. On n'a pas la prétention de tout expliquer, on n'a pas la prétention de trouver des explications à tout. Et c'est pas parce qu'on ne connaît pas quelque chose ou on ne comprend pas quelque chose que c'est extraterrestre. Voilà. C'est un peu les règles de base du GEPAN. Et comme le disait André Braque, un ami à moi dans le film, ce qui nous manque, c'est des preuves. À un moment donné, il faut une preuve. Je ne pense pas, alors les complotistes disent qu'on les cache. Les scientifiques, jusqu'à preuve du contraire, ils aiment bien ce qui n'est pas normal, ils aiment bien ce qui casse la théorie, ils aiment bien ce qui casse le dogme. Et pour l'instant, on n'a pas de preuve. On n'a pas scientifiquement de preuve. Alors le problème, c'est que la science, dans sa démarche, ne peut prouver que des choses positives. Je ne peux pas dire que sur Terre, il n'y a pas de vie à base de silicium et de fluor. Je ne peux pas prouver que ça n'existe pas. Je peux dire que je ne l'ai jamais trouvé. Je peux dire que tous les gens qui ont fait des recherches, on n'a pas de manifestation, on n'a pas d'observation qui nous mène à penser que ça existe. Mais je ne peux pas affirmer que ça n'existe pas. Et donc la science ne peut dire que des choses positives. C'est le principe même de la démarche scientifique. Et donc, voilà, pour l'instant, des hypothèses existent. On peut avoir des raisons de douter, de ne pas douter de la réalité des choses. Mais on ne peut pas prouver que ça n'existe pas, et on n'essaiera jamais de prouver que ça n'existe pas. Voilà. Donc, merci. Alors, on a juste une dernière intervention de M. Chastain. On doit vraiment libérer le vraiment désolé. J'aimerais juste apporter, s'il vous plaît, c'est important. Je demande 20 secondes. Mettez le chrono, 20 secondes. Répondez à monsieur, parce que c'est important, j'avais oublié tout à l'heure. Parce qu'il est là pour avoir des réponses aussi. Et voilà. Alors, juste après que j'ai été à la gendarmerie donc, pour faire ma déposition, donc c'était envoyé au CNES, j'ai pas tout ça, ce que disait mon ami dit. 3 mois après ma déposition donc, à la gendarmerie,
deux avions Rafale de France sont venus à La Réunion. Moi qui ai fait mon service militaire à la base aérienne de Villacoublay, dans la mer de l'air, on sait tous combien ça coûte financièrement de déplacer deux avions de chasse français vers La Réunion. Quelque chose. Alors, j'ai été revoir le gendarme en question, le major, l'adjudant qui devait quitter ensuite La Réunion 15 jours après. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais écoutez, avant que vous quittez La Réunion, comme par hasard, ça part dans les journaux, des médias, c'est médiatisé dans toute l'île, ce que j'ai vu, mon témoignage avec mes amis, et trois mois après, il y a deux avions Rafale qui sont là, qui étaient encore là, dont un qui est tombé en panne, qui est resté encore quelques jours en plus à La Réunion. Et donc moi la question c'est que, avant de vous partir, dites-moi, mais comme par hasard, M. Supin, vous avez la question et vous avez la réponse. Je suis militaire, je quitte La Réunion très très bientôt, je pars en métropole, je retourne en métropole, mais dans votre question, je ne peux pas vous répondre, je suis un militaire. Mais dans votre question, vous avez votre réponse. Je lui dis, ok, c'est bon, je vois la réponse, voilà. Donc je vois tout ça, et comme par hasard, 3-4 mois après, même pas 3 mois après, deux avions de chasse français viennent à La Réunion. Après, ils nous ont dit, oui, c'était pour faire des essais dans l'océan Indien ou je sais pas quoi. Donc, voilà un élément que je voulais apporter pour répondre à ce monsieur concernant le suivi de la gendarmerie et éventuellement concernant ce questionnement de radioactivité. J'ai eu le lendemain, je terminerai là-dessus pour 20 secondes, excusez-moi. Le lendemain, j'ai remarqué que de ma main gauche jusqu'ici, tout ce bras gauche, c'est comme si vous preniez, et je l'ai ressenti, c'est comme si vous preniez un fer à repasser, vous le chauffez à rouge, d'accord, et vous le posiez sur votre bras comme ça. Tout ce bras gauche, c'était comme si c'était brûlé, comme de la gale, vous voyez la gale, comme si c'était brûlé. Ça a duré peut-être 10 à 15 jours, et c'est le lendemain que la mère de mes enfants, elle a remarqué ça. Et moi, quand j'ai regardé, j'ai dit effectivement, qu'est-ce qui se passe, que j'ai la gale, mais ça a duré 10 à 15 jours, après ça a disparu au fur et à mesure. Voilà. Et je n'ai senti aucune douleur que ce soit là. Voilà, pour répondre un peu à ce que l'échange entre vous. Merci. Merci. Alors, donc, je fais une dernière intervention rapide. Vous êtes témoin, vous voyez quelque chose dans le ciel, jour, de nuit, peu importe, que, dans un premier temps, vous ne pouvez pas expliquer. Il y a des choses importantes à faire. Parce que c'est au moment où vous êtes témoin que ces choses-là doivent être faites. Vous notez le jour, l'heure, le lieu exact où vous vous trouvez. Parce que ça a de l'importance, le lieu exact où vous vous trouvez. Notez l'azimut de l'objet. C'est tout simple. Il suffit de faire ça, 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 et de repérer l'angle, grosso modo, que fait votre bras.